Grand plaisir et je suis honorée d'être ici aujourd'hui. Et merci beaucoup pour m'inviter à Londres. Ainsi pour le Brexit, je suis très désolée pour ça. Now I'm going to speak. Donc moi je vais maintenant parler. You're an audience that already understands. Vous comprenez bien entendu l'importance des choix qui sont les nôtres en matière alimentaire. Enfin, au-delà de cela, même malgré votre grand nombre dans cette salle, l'agriculture bio reste minoritaire et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Le public en général n'arrive pas toujours à suivre ou à comprendre l'évidence qui est pourtant pour nous assez claire. Remontons à Sienne au XIVe siècle. Sienne en Italie, on voit la relation fondamentale pour la civilisation, la relation entre la ville et la campagne. Moi, je me rappelle avoir vu cette image lorsque j'étais étudiante en architecture. Je suis architecte aujourd'hui, né au centre de Londres où la question alimentaire ne s'est pas posée, en tout cas pour les 30 premières années de ma vie, même si, évidemment, je la consommais comme tout le monde. Enfin, on dit, voilà, une très belle image de Sienne lorsque l'on voit cette gravure. Et ce n'est que lorsque j'ai eu le moment Eureka, que je me suis rendu compte d'un aspect fondamental dans la relation entre la ville et la production alimentaire qui m'est apparue à ce moment-là. Et je suis revenu sur cette gravure des années plus tard. Ce n'est pas tellement une gravure ou une peinture de la ville de Sienne, mais plutôt de la relation fondamentale qui sous-tend la civilisation, relation entre la ville et la campagne. Et cette ligne rouge qui semble être un mur, une barrière, est en fait une membrane à travers laquelle transitent aussi bien les personnes que justement les produits de la campagne. Et vous voyez que le paysage est entièrement artificiel puisqu'il est construit par la ville à l'image de la ville pour nourrir la ville. On voit des animaux qui se promènent. Vous avez des chasseurs qui vont essayer de trouver un sanglier dans leur battu. Enfin, vous avez cette image qui est d'ailleurs affichée dans l'hôtel de ville de Sienne. Mais si vous regardez par la fenêtre de cette salle, vous voyez un paysage qui ressemble encore à cela. Mais enfin, vous avez cette relation évidente, n'est-ce pas, entre les deux parties, et l'on se dit, mais comment se fait-il que toutes les autres villes du monde n'ont pas dans leur hôtel de ville un tableau du même genre? Alors, cette fresque, en fait, s'intitule une allégorie des effets de la bonne gouvernance ou d'un bon gouvernement, puisqu'on ne parlait pas de gouvernance au XVe siècle. Enfin, vous avez cette symbiose entre la ville et la campagne qui est représentée, disons, partout, mais il est assez difficile de la retrouver aujourd'hui. Ainsi, l'on essaie de tracer l'équivalent moderne de cette peinture, ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire que vous avez des villes qui deviennent de plus en plus grandes dans certaines parties du monde, et puis des paysages de production agricole qui aussi s'étalent de plus en plus. Et cette relation, c'est ce que j'appelle le paradoxe urbain. Et c'est là, finalement, la question fondamentale qui se pose à nous tous. Nous avons finalement deux types de besoins. D'abord, on a besoin les uns des autres, puisque nous vivons mieux ensemble que séparément. Et je ne veux pas vivre en tant qu'ermite. Et puis, d'un autre côté, vous avez le besoin du retour à la nature, d'une relation, une communion avec la nature. Et alors, le problème, c'est que plus on vit ensemble de manière grégaire, plus on s'éloigne de la nature, aussi bien sur le plan géographique que dans nos esprits. Et si on revient un peu en arrière, voilà l'image la campagne telle qu'imaginée par Claude Lorrain au XVIIe siècle. C'est un fantasme, c'est l'imaginaire de la ville, l'imaginaire urbain qui se représente ainsi la nature, la campagne. C'est-à-dire que nous vivons l'urbain au quotidien, les villes font l'histoire, c'est là que siègent les parlements, c'est là que se fait la politique, c'est là que vivent finalement les gens, mais on ne voit
pas la nécessité d'établir un équilibre entre la ville et la campagne. Ce que l'on voit, c'est que nous, disons, citoyens, habitants des villes, qui sommes la majorité par rapport à la minorité qui vit à la campagne, nous voyons la campagne comme cela. Mais la réalité de la production quasi industrielle de l'agriculture est méconnue de tous les habitants des villes. Alors, on se dit quelquefois, il nous paraît possible de faire une agriculture bio pour toute la planète, ce qui est vrai, mais il y a quand même des obstacles qui s'y posent. Et la question est de savoir comment on en est arrivé là. Alors là, je vais essayer de vous tracer très rapidement 10 000 ans d'histoire pour vous montrer comment nous en sommes arrivés, où nous en sommes maintenant. Voici ce qu'on appelle le croissant fertile. Après l'âge des glaces, vous aviez que la cueillette et la chasse, et c'est-à-dire qu'on court après sa nourriture plutôt que de la cultiver. Mais après la fin de cette deuxième ère glaciaire, les grandes forêts ont disparu pour laisser la place à des zones fertiles très différentes des paysages habituels. Vous aviez beaucoup plus de prairies, moins de gibier, une population qui s'est développée, et de plus en plus on s'est intéressé à l'agriculture maîtrisée plutôt qu'à la simple cueillette. Alors, la différence entre l'agriculture et la chasse, c'est que l'agriculture, elle est sédentaire. Il faut planter, il faut cultiver, il faut récolter, être toujours là à différentes étapes du cycle de la nature, alors que la chasse, elle est un peu partout. Donc, vous aviez là les colonies de peuplement qui se sont installées, et ça a commencé il y a 8500 ans. Vous avez ces colonies ces peuplements qui se sont installés. Là, c'est sur la côte orientale de la Méditerranée. Puis il y a 5500 ans, vous aviez le début des premières populations ou des peuplements agricoles qui se sont convertis vraiment en ce qu'on peut appeler des villes. Alors, on ne peut pas avoir de villes sans agriculture, ils en ont besoin, mais la seule nourriture que nous ayons découverte qui puisse alimenter, nourrir des populations non agricoles, non rurales, eh bien, c'est les produits agricoles, justement, les produits de la nature, les produits verts. Alors, vous voyez ici les systèmes de transport, d'irrigation qui étaient apportés par les fleuves. Ici, cette petite ville ne faisait qu'1 kilomètre de diamètre, c'est pas très grand. Et là, vous aviez le cœur de la ville. Là, c'est des recherches archéologiques qui ont pu découvrir cette première ville qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on voit que finalement, les produits de la nature, de la récolte, les céréales étaient ramenés au temple, où ils étaient traités, cuits et ensuite redistribués au reste de la ville sous forme de pain, puisque c'était... Alors ça, c'était comment fonctionnaient les premières villes. C'est la façon dont les premières villes de la civilisation, qu'on peut appeler presque contemporaine, a trouvé le moyen de se nourrir en faisant venir de la campagne les produits qui ensuite étaient redistribués. Mais il y a des exceptions. Rome, 300 ans avant Jésus-Christ, avait déjà 1 million d'habitants. Alors, comment Rome se nourrissait-elle? Est-ce que vous avez une idée dans la salle? Comment faisait-il pour nourrir tout ce beau monde, tous ces Romains? Est-ce qu'ils avaient des petites exploitations dans les périphéries? Pas d'idée dans la salle? Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les food? Ah, pardon, il y a quelqu'un. Ben, comme le dit notre ami, il y avait l'Afrique du Nord qui était colonisée, c'était l'Empire romain. Mais enfin, si vous voyez, si vous voulez, une carte disons du grenier agricole de l'époque romaine, cette carte est gigantesque puisqu'elle s'appuyait non pas sur un petit transport fluvial, mais par la mer. Il est 50 fois moins cher de faire venir les produits agricoles de l'autre côté de la mer que sur Terre, parce qu'il suffisait de charger un bateau des vivres récoltés en Égypte, ça coûtait 3 fois rien, et puis le bateau arrivait tout seul jusqu'à Rome. Il n'aurait pas été matériellement possible, il aurait été beaucoup plus compliqué sur le plan logistique de se faire tout pousser sur place ou aux environs de Rome et les ramener à travers les routes et tout ça, ça aurait été bien plus compliqué. Donc c'était une espèce
à mesure que Rome a conquis la Sardaigne, la Sicile, Carthage, l'Égypte, c'est une espèce de... pour pouvoir mettre la main sur les réserves vertes du continent ou au-delà, il y avait évidemment des achats ou des folies colonisatrices, mais le problème, c'est que vous aviez des régions qui ont été surexploitées, salinées, et puis au 2e, 3e siècle, les gens déjà parlaient du fait que la terre perdait sa fertilité, les sols perdaient de leur capacité à faire pousser les céréales. Mais là, c'était déjà, donc il y a presque 2000 ans, une belle métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. On retrouvera d'ailleurs d'autres parallèles contemporains entre la situation romaine, qui est finalement assez analogue, toute proportion gardée, à celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la première personne qui a analysé ce problème, la façon dont une ville se nourrit, c'était un Allemand qui s'appelait Johann von Thünen, géographe de son État, mais également propriétaire terrien et qui a inventé un espace fictif qui s'appelait l'État isolé. Il dit voilà, si la ville au cœur de cet espace fictif, qui est simplement une espèce de plaine fertile habitée seulement par des exploitants agricoles qui ne cherchaient que le profit, que le bénéfice, c'est-à-dire comment, dans un tel cas, une société pourrait s'organiser. Alors d'abord, vous auriez des petits marchés agricoles aux abords de la ville, puisqu'il est difficile de transporter les primeurs qui s'abîment dans les carrioles et que sais-je. Puis ensuite, un espace d'une vingtaine, trentaine de kilomètres de production verte, parce qu'évidemment, les céréales, évidemment, pèsent lourd, et il était difficile de faire venir toutes ces céréales dans la ville. Et donc, il y a une limite à ce qu'on pouvait faire dans la ville. Et puis, au-delà, vous aviez évidemment le bétail, puisque, évidemment, le bétail pouvait lui-même se déplacer et apporter donc son propre mode de transport. Alors, je me rappelle, lorsque j'étais encore étudiante en architecture, je trouvais ça assez barbant. Je trouvais beaucoup plus intéressant de s'intéresser non pas à ces villes fictives, mais à des villes réelles. Et là, ma ville natale, Londres, et puis ici Paris, à gauche. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous natifs de Paris, mais enfin, c'est ici que nous sommes en ce moment. Et alors, vous avez le port de Grève où arrivaient finalement les produits charriés sur la Seine, et puis ensuite vous aviez l'équivalent à Londres sur la Tamise. Alors il y a une différence de couleur, mais est-ce que vous voyez à part ça une grosse différence entre Paris et Londres, hein, sur ces deux images? Quelle est finalement la différence principale qui saute aux yeux, enfin qui me paraît assez évidente? Qu'est-ce que vous avez sur le fleuve? D'un côté la Tamise, de l'autre côté la Seine. Je vais vous dire, hein, vous avez des péniches, et là vous avez des vaisseaux qui allaient sur la mer, et vous avez une différence géographique importante, c'est-à-dire que la Seine n'est pas, enfin les vaisseaux qui traversent les océans ne peuvent pas aller sur la Seine, alors que la Tamise peut les accueillir. Et c'était là le fait que nous n'avons pas eu de révolution alors qu'il y a eu une révolution française, et puis nous avons voté pour le Brexit. Enfin, la géographie explique beaucoup de choses. Nos attitudes par rapport à la nourriture sont un peu caractérisées par cette différence toute simple. Je vais vous donner une illustration. Vous avez un livre extraordinaire qui s'appelle Provisioning Rings, donc les anneaux, les cercles concentriques de l'approvisionnement de Paris. Alors, rings, c'est des anneaux. C'est un peu une allusion au Lord of the Rings, les anneaux de Tolkien. Mais à part cette plaisanterie, on voit comment la campagne se nourrit, parce que contrairement à Londres, qui pouvait faire venir les choses, tous les produits par le fleuve et la mer, vous aviez ici au cœur de la ville, la France, le roi qui était en quelque sorte le boulanger du dernier recours, et puis les Parisiens exigeaient une certaine qualité de pain, etc. Donc, pour essayer de nourrir la ville, les autorités ont centralisé, dans les halles, les fameuses halles de Paris, tout le marché de l'alimentation qui pouvait être surveillé puisqu'il était ici centralisé dans ce point. En fait, on ne peut pas maîtriser, si vous voulez, les flux de l'approvisionnement alimentaire, dont un tiers arrivait par des voies illégales sur le marché noir à Paris. Et la police des céréales, vous avez un millier d'officiers de police qui
finalement faisait la sourde oreille parce que, enfin, faisait semblant de ne pas voir parce qu'il savait que ce marché noir était quand même essentiel pour nourrir la ville. Et puis, dans les années 1780, il y a eu un volcan islandais qui est entré en éruption, qui a compromis les récoltes. Alors, les Halles étaient une ville dans la ville avec sa dynastie, des familles très puissantes, des clans qui ont commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles c'était le roi qui était responsable, le roi, le boulanger de dernier recours, qui n'avait pas réussi à nourrir le peuple, qui a essayé de s'enfuir. Et là, vous aviez une gravure donc satirique politique de l'époque où on disait que le roi était tellement cupide et qu'il est tellement gourmand que même fuyant la ville, il s'est arrêté en route pour faire un repas pantagruélique. La police vient le voir pour le prévenir du problème. Il dit peu m'importe en termes moins polis. Et d'où vient le proverbe les oiseaux gras volent lentement. Peu importe, on voit que c'était un peu toute cette notion centralisée sur la personne du roi, l'alimentation du peuple. Alors qu'à Londres, évidemment, vous aviez des vaisseaux qui traversaient les océans, qui pouvaient venir jusqu'à Londres. Londres faisait venir des céréales des États baltes, par la mer Baltique. Le roi n'a d'ailleurs aucune responsabilité par rapport à tout ça. Et on voit quand même que d'autres choses évoluaient. Vous aviez les jardins maraîchers, vous aviez les céréales qui venaient donc par la voie fluviale de la Tamise, qui arrivent jusqu'au centre de la ville. Et vous avez, par exemple, Bread Street, la rue du pain, qui sont devenus des marchés comme on les connaît un peu aujourd'hui. Les poissons venaient également la marée venait également par la Tamise. Le marché aux poissons était également posé là. Et on voit une certaine inertie. Une fois que les voies sont tracées, il est très difficile de les déplacer. Et puis, on voit que Londres a été déterminé par exemple, le poisson. Le poisson, c'était la nourriture du vendredi, puisqu'on ne pouvait pas manger de viande. Et donc, on voit que la viande venait du Nord, de l'Écosse ou bien du Pays de Galles. Les animaux, en question le bétail, qui était engraissé dans les périphéries, ensuite était là à pâturer dans des champs autour de la ville. Donc la ville elle-même était définie géographiquement par, si vous voulez, la filière agricole, et la relation entre la ville et la campagne était déjà très nette. Dans la ville pré-industrielle, vous aviez des dizaines 10 000 têtes de bétail à Smithfield, vous aviez des gens qui étaient écrasés par les mouvements de bétail, 185 abattoirs, disons, artisanaux dans la périphérie. C'était un chaos total et il était très difficile, d'une certaine façon, de nourrir la ville, mais en même temps, vous aviez une certaine visibilité. On voyait qu'il était nécessaire de faire venir toute cette nourriture et cette nécessité était évidente pour je regarde l'heure pour ne pas me dépasser. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais par rapport à ce dont j'ai l'habitude, je vais très vite ici. Alors, tout a changé avec les chemins de fer, et il y a eu trois éléments critiques qui se sont produits. Alors, voyez, c'était le premier chemin de fer. Regardez ce qu'il transportait, du bétail. C'était des wagons à bestiaux qui a été initialement construits pour faire venir le charbon de Liverpool à Manchester. Enfin, les choses étaient en quelque sorte définies par la géographie. Il n'était pas possible d'en faire plus, c'est-à-dire que les champs étaient limités par leur taille. Maintenant, la nourriture pouvait se déplacer beaucoup plus facilement grâce au train. Donc, les villes se sont en quelque sorte émancipées des contraintes géographiques. Mais en même temps, après cette émancipation, vous aviez une certaine invisibilité. Au lieu de voir physiquement les animaux, le bétail, eh bien, la nourriture avait ses propres circuits et n'occupait pas le même paysage visuel des habitants de la ville. Et puis surtout, les autorités qui étaient chargées de l'alimentation de la ville, eh bien, ont pu pousser un soupir de soulagement en disant voilà, je n'ai plus à m'occuper de ce problème. En plus, c'est toujours très dangereux, ce business. Et donc là, il y avait une façon de s'émanciper également de cette obligation. Et on voyait que Londres, qui était une ville très compacte, est devenue une
une création métropolitaine avec une espèce d'étalement urbain comme on les connaît dans d'autres villes aujourd'hui. Et vous aviez notamment des terres qui n'étaient inatteignables parce qu'il n'y avait pas les moyens de transport. Aux États-Unis, vous aviez autour de Chicago justement des terres qui ont pu être ainsi mises en exploitation avec les premiers centres arrivés après la création des chemins de fer, les premiers abattoirs et centres de production de viande. Évidemment, c'était quelque chose, à l'époque, on était encore à l'époque qui suivait quand même l'indépendance des États-Unis et les céréales aussi bien que la viande pouvait être ainsi transportée. Puis s'il y avait un excédent de céréales, eh bien c'était le bétail qui était nourri avec ça, même si ce bétail n'était pas vraiment destiné à consommer ce genre de céréales. Mais enfin, quand même, vous aviez ce lien qui existe encore aujourd'hui, qui s'est créé à l'époque entre la boucherie, la nourriture, disons la viande, et l'alimentation de la ville qui a commencé à s'approvisionner en viande. Alors là, vous avez une image des années 50 aux États-Unis, cette ménagère qui découvre dans son panier des tas de produits. Elle ne sait même pas trop ce qu'elle a acheté. Tout est dans des paquets. Elle met ça au frigo où ça va finir par pourrir. Donc la nourriture en boîte. Et puis ensuite, la nourriture, encore une fois, n'est plus au cœur de la ville dans notre petit commerce, mais en nouveau en périphérie. Et au lieu d'avoir une ville qui est construite autour de l'alimentation et qui est centrée autour de l'alimentation, maintenant c'est l'alimentation qui est expatriée, pour ainsi dire, à la périphérie. Et on trouve les grandes surfaces qui sont en dehors des villes. Et puis ici, vous avez à New York, en rouge, ce sont les zones où il faut faire plus d'1 kilomètre pour trouver des produits frais. Et alors évidemment, cela correspond évidemment à des zones de pauvreté, de criminalité, le Bronx, le Harlem, l'est de Brooklyn, enfin des régions qui non seulement vous n'avez pas des petits commerces, mais vous avez tous les maux sociaux qui s'en suivent. Donc, ça n'est pas finalement la population qui a accès à la nourriture. La nourriture va là où il y a de l'argent. Et on crée une illusion d'alimentation bon marché qui a pu peu à peu s'installer parce que, comme vous le savez, on ne peut pas avoir une alimentation qui ne coûte rien. Ça coûte toujours quelque chose. Mais la classe politique aime bien entretenir le mythe selon lequel la nourriture est plus ou moins gratuite parce que les gens adorent aller au supermarché et au Royaume-Uni. 10% des revenus disponibles est consacré à l'alimentation et 10%, je crois que c'est le pourcentage le plus faible de toute l'Europe. Et on suit le modèle américain où on ne consacre que 6,5% du budget de la famille à la nourriture. Mais évidemment, il y a un coût, il y a un prix à payer pour cette falsification du coût de la production. Vous avez 20% des terres cultivables qui ont été dégradées à cause de ces productions qui permettent d'avoir à court terme une alimentation bon marché, le déboisement, la déforestation, tout ce que l'on fait pour nourrir au forcing le bétail. Donc on nuit évidemment à la destruction des forêts, la pollution des eaux, de l'eau en général, l'obésité qui se multiplie, les lacs qui perdent, qui deviennent toxiques, les gaspillages alimentaires, 50% de la production qui est gaspillée. Et lorsqu'on se demande est-ce que l'on peut nourrir le monde avec une nourriture bio, la vraie question est est-ce qu'il faut reconnaître que la nourriture n'est pas une chose qui va de soi, qui est gratuite, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui doit être valorisé. Et ça, il faut d'abord le reconnaître, ça nécessite un changement des esprits. Évidemment, vous aviez également des récoltes qui sont devenues beaucoup plus mauvaises à cause de ces systèmes industriels. Et quant à l'apport calorique de la nourriture qui s'est dégradé, et puis vous aviez évidemment un appauvrissement de la population rurale. Alors tout cela, c'est le prix que l'on paye pour avoir l'illusion d'une nourriture bon marché. Et pourtant, le monde adore. Pourquoi? Eh bien, parce que, bon, là, il y a à cela des raisons tout à fait intéressantes, évidentes d'ailleurs. La raison intéressante, là, c'est... Alors, je serai rapide puisqu'il ne me reste que quelques
quelques minutes de temps de parole. Le dénominateur commun, on ne peut pas refuser un tel hamburger, c'est irrésistible. Ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais chacun y trouve son intérêt à perpétuer ce genre de modèle de fast-food ou de junk food, de malbouffe, où il y a des intérêts bien compris à perpétuer le système. Tout ça est lié à la façon dont nous vivons ou où nous vivons, parce que depuis la nuit des temps, les gens vivent dans les villes. Platon, Thomas More, Ebenezer Howard se sont tous intéressés à la relation entre la ville et la campagne et ont essayé de voir comment limiter la taille des villes et créer des réseaux qui seraient des liens entre la ville et la campagne, des réseaux avec ces... là, c'est un retour à l'État, à la ville qui devient un État. Est-ce qu'il y a des façons de créer des fermes, des exploitations agricoles dans les gratte-ciel? Bon, c'est un petit peu utopique. La vraie chose, c'est que l'utopie ne peut pas exister. C'est un fantasme. Le sens même de l'utopie, c'est la ville ou le lieu idéal ou le lieu imaginaire. Mais j'appellerais plutôt ça une cytopie, des lieux d'alimentation, des lieux alimentaires. Et il faut convaincre les gens en dehors de cette salle que la façon dont nous nourrissons le modèle n'est pas viable, mais par l'alimentation, nous pouvons rendre le monde meilleur. Il faut reconnaître que la nourriture, l'alimentation, la filière agricole est un flux qui vient de la campagne et qui retourne en passant par la ville, mais c'est bien plus compliqué que cela, puisque chaque aspect de cette chaîne est lié aux autres liens de cette chaîne par un tissu de convictions, de valeurs et autres idées. Mais on peut reconnaître, là il y a un bouquin qui s'appelle Country Planet, qui, en voyant ce que les gens mangent, on a une certaine idée de ce qu'ils sont, de ce qu'est leur civilisation. Soit vous avez des paysages comme cela qui sont à l'abandon, ou au contraire industrialisés. Là, vous avez une espèce 100 000 têtes de bétail shootées aux antibiotiques. Est-ce que nous achetons des produits dans des petits commerces ou dans des grandes surfaces? Est-ce que nous partageons les repas ou est-ce qu'ils sont pris séparément? 90% des repas en Amérique sont consommés en voiture, figurez-vous. Alors, tout dépend de nos relations avec la technologie. Vous connaissez le processus Haber-Bosch. Je crois que 2 personnes sur 3 sont nourries par des produits alimentaires qui sont créés grâce au processus de fabrication d'engrais azotés. La viande est de plus en plus artificielle, mais nous savons qu'il existe d'autres technologies. La question n'est pas de savoir s'il faut la technologie ou pas de technologie du tout. Il y a des technologies qui peuvent accompagner la nature plutôt que la détruire. Et là, ici, tout est une question de pouvoir. Là, vous avez la façon dont le système alimentaire fonctionne. Vous avez au cœur de la racine le big business de l'agriculture, avec d'un côté les petits exploitants et en haut les consommateurs. Ce qu'il faut faire, c'est de relier les branches à la racine. On ne peut pas avoir de démocratie si le système alimentaire n'est pas lui-même démocratique. Là où il y a des beaux exemples de coproduction, une agriculture qui peut se faire dans un contexte semi-urbain. On peut planifier ou intégrer la planification alimentaire dans nos modes de pensée, dans nos schémas de pensée. Vous aviez des exemples à New York, dans des nouvelles tentatives qui ont été mises en place, des nouveaux modèles où finalement la production alimentaire s'intègre à la conception de la ville. Alors évidemment, on ne peut pas, comme je dis, avoir des gratte-ciel qui nourrissent la ville par des petites fermes étage par étage. Bon, ça c'est utopique, mais par contre on peut faire quand même quelque chose. Et au moins si on tue les animaux, qu'on le fasse de manière, pour ainsi dire, morale, correcte. Alors c'est vrai que la crise alimentaire se voit au moment de crise, la Deuxième Guerre mondiale, la chute de l'Union soviétique, etc. C'est là que les gens reviennent à la nature, reviennent à la nourriture, se rendent compte de la puissance de la filière agricole. Cette puissance est reconnue dans ces moments de crise et ensemble nous pouvons nous appuyer sur cette idée, c'est-à-dire que l'alimentation peut nous unir, pas simplement pour nous nourrir mieux, mais créer finalement un meilleur monde. Alors excusez-moi d'être passé si vite, mais si vous voulez en savoir plus, vous avez mon bouquin qui s'appelle La ville affamée, Hungry City, et tout est dans ce livre. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Caroline Steele. Thank you so much.